Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Je continue ma vidéo de la nouvelle série qui s'appelle Le Cash des autres, où je vous présente les portefeuilles des abonnés Mind de Cash. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos, me mettre des likes s'il vous plaît, parce que les likes, encore une fois, pour moi c'est très important et c'est mon principal critère pour évaluer votre intérêt envers une telle ou telle catégorie de vidéos. Et je vous rappelle que cette vidéo elle était faite dans un cadre d'une démarche caritative parce que les personnes qui ont participé dans ce projet ont fait la donation à la chaîne Mind de Cash et cette donation, ce montant va aller dans une des associations caritatives que nous allons choisir à la fin du trimestre, donc j'espère en fonction de mon avancement sur ces vidéos. J'ai reçu 10 dossiers pour l'instant, les inscriptions sont terminées, c'est quelque part un projet pilote que je suis en train de faire. Après je veux voir à quel point c'est intéressant, s'il y aura beaucoup de likes, justement si vous allez beaucoup regarder ces vidéos. Donc la première vidéo, apparemment ça vous a plu, bon j'espère, mais par contre elle était un peu longue parce que j'ai très mal estimé le temps nécessaire pour parcourir le portefeuille, et cette fois je vais être beaucoup plus synthétique. Bon, je vais essayer d'être, en tout cas, à chaque fois je n'arrive pas à le faire, et parler plus de la stratégie plutôt que des valeurs concrètes, en fait. Parce que c'est vrai que c'est quasiment impossible dans un temps raisonnable de 30-40 minutes d'une vidéo du YouTube de faire l'analyse détaillée de chacune des lignes d'un portefeuille. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir le portefeuille de Steve. Donc ça, c'est un abonné Mind de Cash qui m'a envoyé son portefeuille pour l'analyse. Donc voilà, Steve, il a 27 ans, donc bon, il habite en France, bon, je ne sais pas exactement où il habite exactement en France. Son projet est quand même assez intéressant parce qu'en fait, pour moi personnellement, c'est assez intéressant parce que j'ai une idée assez similaire. Donc en fait, je vais vous lire en gros la présentation de Steve. Je suis enfant d'apprentissage du cycle ingénieur agronome. J'espère de travailler en tant qu'ingénieur agronome durant une dizaine d'années avant de m'installer sur une exploitation agricole, et donc les portefeuilles Bourse Direct ont pour l'objectif de me créer un complément de revenus lors de ma retraite. Donc déjà, avant 7 ans, elle pense de la retraite. Bon, je ne sais pas s'il s'agit d'une retraite précoce ou une vraie retraite, mais dans tous les cas, son objectif il est assez clair. En fait, il veut créer un complément de revenus. Pourquoi en fait cette présentation m'a attiré mon attention aussi, parce que moi aussi j'ai un rêve. Vous savez, ceux qui me connaissent déjà depuis un moment, que j'adore le sud de la France et j'ai un rêve d'acheter un champ d'olivier. Donc voilà, donc c'est un peu, ça m'a fait un petit peu penser à ce projet-là. Donc évidemment, c'est pas mon projet, on va dire, de court terme, mais à terme, je voudrais faire ça. Donc c'était justement très intéressant de voir quelqu'un qui a un projet similaire. Bon, par contre, Steve, apparemment, il est dans le domaine. Moi, je suis pas du tout dans le domaine, donc, donc il a beaucoup plus de chances de réussir que moi dans ce domaine. Voilà, donc ensuite, Steve, il parle de sa stratégie. Donc j'investis sur l'horizon de 30 ans, quasiment avec pour stratégie d'investir dans un premier temps sur de croissance, surtout les biotech, et par la suite d'augmenter progressivement la part des REITs, des foncières cotées, afin de créer le revenu passif. Donc, déjà, ce qui est intéressant, que Steve est assez jeune, donc il pense déjà de très très long terme, ça c'est un très bon point. Deuxième point, que aujourd'hui, vu son âge, déjà je trouve que c'est vraiment très juste, ce que dans l'approche de Steve, c'est qu'il vise les sociétés de croissance. Parce qu'effectivement, il a encore beaucoup de temps devant lui. Il n'a pas nécessairement besoin des revenus passifs, de les compléments de revenus immédiatement, parce qu'il est en train de finir ses études et certainement il va travailler pendant une certaine période probablement dont la durée n'est pas certaine. Et il vise pour l'instant des sociétés de croissance. Moi, je trouve que c'est une très bonne stratégie, en fait, c'est une très bonne idée en tout cas, et elle est parfaitement en ligne avec sa situation actuelle. Donc ensuite, il a comme objectif de transformer ses revenus, ses investissements assez agressifs pour son âge actuellement dans les valeurs de croissance, à terme dans les sociétés des REIT. Donc là, je trouve aussi, d'ailleurs, j'étais assez surpris de voir cette approche-là, parce que j'en ai déjà entendu parler, je connais des investisseurs qui considèrent des REITs comme des classes d'actifs à part, dans lesquelles vont aller
doivent aller tous les revenus de leurs autres activités. Parce que les REITs, c'est souvent vu comme on va dire, comme une moulinette d'argent qui est un générateur de dividendes. Donc en gros, vous allez monter systématiquement votre base de portefeuille des REITs et ensuite vous pouvez se projeter avec des dividendes qu'ils versent. Donc effectivement les dividendes des REITs, pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui viennent de rejoindre la chaîne Mind the Cash, on parle assez régulièrement, c'est un statut très particulier des entreprises. En fait, c'est des entreprises qui ont pour activité, c'est de détenir les biens immobiliers et encaisser les loyers, et ils ne payent pas l'impôt sur les sociétés. Mais pourquoi ils ne payent pas l'impôt sur les sociétés? Parce qu'ils ont une obligation de reverser de plus de 90% de leurs bénéfices sous une forme de dividende. Donc juridiquement, le dividende est garanti. Après, ce qui n'est pas garanti, évidemment, c'est les loyers qu'ils vont percevoir pendant leur existence, parce que ça peut être variable en fait, en fonction de leur occupation, en fonction du marché, en fonction de tout un tas de choses. Donc, mais par contre, vous êtes sûr que s'ils ont gagné quelque chose, la majeure partie de ces revenus sera distribuée. Et ça, c'est vraiment une particularité très importante pour ceux qui veulent devenir rentiers ou ceux qui veulent avoir des revenus complémentaires à partir des REITs. Donc moi, je pense, dans ma stratégie, en tout cas, moi, je vois les REITs comme une partie intégrante de ma stratégie, quoi qu'il arrive. Je vise sur un portefeuille très diversifié des REITs, donc entre toutes les classes d'actifs. Et je pense que vraiment, cette idée qu'a Steve à terme, pour que les REITs soient le majeur pilier qui va lui permettre de générer ses revenus passifs, les revenus qui vont être complémentaires à ses revenus principaux, je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. En tout cas, il ne faut pas que ce soit que des REITs, évidemment. Vous pouvez évidemment avoir aussi un portefeuille d'actions si vous voulez l'assurance vie, parce que même si moi je ne suis pas très convaincu par l'assurance vie, mais en tout cas aujourd'hui. Donc, en tout cas, les REITs, ça devrait faire partie de votre patrimoine, selon moi. J'ai oublié de vous donner un disclaimer que moi, tout ce que je raconte ici, c'est mon opinion personnelle. Donc, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas les droits de donner les conseils d'investissement. Tout ce que je dis, c'est mon analyse subjective d'un blogueur sur les sujets de la bourse et de l'investissement. Voilà, donc passons au sujet suivant. Et en fait, juste pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est que dans ce projet, le cash des autres, j'ai proposé de télécharger en espèce d'échantillon où il y a plusieurs questions où le participant doit répondre pour que je puisse comprendre sa stratégie, sa philosophie d'investissement, etc. Et donc, en gros, ce que je vous êtes en train de lire dans la fenêtre parallèle, ce que Steve a répondu à mes questions. Donc voilà, la deuxième question que je posais, c'est pour évaluer sa sensibilité au risque. Je pose la question dans le... pardon. Qu'est-ce que je fais si l'action dans mon portefeuille fait moins 40%? Et donc, Steve répond que dans un premier temps, j'essaie de comprendre pourquoi elle a fait ses performances. Si les fondamentaux sont solides, j'achète. Donc du coup, en gros, il est prêt de moyenner une action qui a chuté de 40% s'il trouve que cette action elle est toujours forte et donc du coup, ses fondamentaux sont solides. Je donne tout de suite la première remarque. C'est un objectif que moi je faisais énormément avant, notamment quand j'avais aussi 27 ans, parce que bon, on a 12 ans de différence avec Steve. Et c'est une grosse erreur. En fait, l'erreur est là que, bon, après je comprends que l'information que je voulais obtenir en posant cette question, je l'ai eue. Donc ça veut dire que Steve m'a répondu comme quoi il est plutôt l'investisseur fondamental. Et ça, c'est une erreur, surtout dans notre époque, parce qu'il faut quand même tenir compte aussi de l'analyse technique. Quel rapport, ça peut vous surprendre que je commence à parler de l'analyse technique là, c'est que l'analyse technique, souvent, il a cette capacité de anticiper ce qui va se passer. Donc quand vous allez dire que genre, je trouve que les fondamentaux sont toujours solides, cela veut dire que vous avez regardé son passé, parce que vous avez que des données qui sont déjà connues, donc vous ne connaissez pas l'avenir, vous ne connaissez pas quels seront les fondamentaux demain, n'est-ce pas? Donc même si vous avez parfois les forward PI qui sont estimés par les différents analystes, mais si l'action elle a baissé de 40%, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Donc vous êtes obligé de regarder l'analyse technique aussi. Donc l'analyse technique va vous permettre de dire que est-ce que les fondamentaux ne sont pas prêts à changer dans l'avenir très proche. Donc ça arrive très souvent pour ces cas de figure. Donc si l'action chute de 40%, ça veut dire il existe des anomalies, c'est sûr, il existe, mais par contre, si, dans un cas, on va dire, classique, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que les fondamentaux que le marché connaissait hier, quand cette chute n'a pas encore eu lieu,
qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui pour justifier cette chute de 40%. Donc regardez quand même l'analyse technique, les niveaux, les volumes surtout avec lesquels cette baisse s'est produite. Donc c'est quand même très important pour comprendre que probablement les initiés ont vendu quelque chose parce qu'ils ont appris une nouvelle qui n'est pas encore connue. Donc peut-être votre information objective aujourd'hui n'est plus valable. Vous voyez, donc ça c'est quand même un point qui est super important encore une fois, selon mon avis. Voilà, troisième question que je pose dans ce document, est-ce que je spécule? En fait, ce que répond Steve, c'est légèrement quand les biotech et les SPACs, ce sont des entreprises qui sont très à la mode aujourd'hui et qui sont créées pour des fusions-acquisitions, pour lever le capital. En fait, je ne suis pas expert du tout dans ce domaine, donc du coup, je ne vais pas trop donner mon avis. En fait, que les biotech et SPACs n'ont pas réellement de fondamentaux, mais je n'ai pas de connaissance de ce produit sur les produits dérivés, alors je n'y touche pas. Donc en gros, pour résumer, Steve, c'est un investisseur classique. Donc c'est un investisseur, même s'il est jeune, donc à la siècle précédent, au début des années 2000, en fait, en gros, il privilégie certainement, dans la grande partie de son approche, la stratégie buy and hold. Il achète les sociétés de qualité, il cherche des fondamentaux, et c'est un problème. Vous savez, c'est assez rigolo parce que moi j'étais comme ça aussi avant, quand je commençais dans l'investissement, j'étais très convaincu par les idées de Benjamin Graham, Warren Buffett et compagnie. C'est que les fondamentaux avant tout, et donc je regardais quasiment que les fondamentaux, je me moquais souvent sur des analyses techniques. Je me moque aussi un petit peu toujours, mais avec beaucoup plus de réserve, mais en tout cas, le problème c'est qu'aujourd'hui, le marché peut effectivement changer du paradigme. À l'époque, nous étions dans une économie qui était très différente. Donc, on était dans une économie capitalistique où on avait différents marchés. On avait le marché des taux, on avait le marché des devises, le marché d'actions, qui était efficient, qui n'était pas manipulé ni surtout administré. Aujourd'hui, nous avons une montagne de dettes qui ne va pas s'évaporer toute seule. Donc, il y aura forcément une certaine purge, ou bien ce problème d'un endettement gigantesque va être reporté par des différents programmes de quantitative easing. Ça, c'est les vidéos de dimanche matin que je parle tout le temps. Dans le café du dimanche, on en parle souvent de la partie macro. Il faut quand même faire attention. Cette stratégie de Warren Buffett, de Benjamin Graham, de Ray Dalio et compagnie, faites attention, ce sont des investisseurs de l'époque précédente où les réalités macroéconomiques étaient très différentes. Donc on peut dire que souvent, avant l'éclatement de la bulle, toujours quelqu'un dit que c'est un nouveau paradigme. Mais ici, c'est peut-être, je vais citer une autre phrase mythique, que peut-être cette fois, ça sera différent. Mais pour une fois, je pense effectivement que cette fois peut être différent parce que il y a des raisons pour que ça soit différent. Parce que jamais dans l'histoire, on n'a pas accumulé une telle dette. Une telle dette, on va dire monétaire presque. Donc c'est que la dette qui est quasiment maintenant imposée à des entreprises pour survivre. Donc aujourd'hui, non seulement l'économie tourne sur la dette, comme c'était déjà le cas pendant des décennies, surtout aux États-Unis, mais en tout cas la survie des entreprises est faite sur la dette. Et donc, du coup, parfois, par exemple, pendant la crise 2008-2009, les banques ont été contraintes d'emprunter, d'après la BCE, de toucher l'argent des plans de sauvetage. L'État les imposait de le faire, tout simplement pour garantir la pertinence du système financier, en gros, pour survivre. Donc, et c'est un peu le cas parce qu'aujourd'hui, la quantité de ce qu'on appelle les entreprises zombies, il est en plus haut historique. Donc, c'est-à-dire c'est des entreprises qui, en fait, dont leurs revenus ne sont pas suffisants pour payer les intérêts de leurs dettes. Donc, faites quand même attention parce qu'aujourd'hui, nous vivons quand même dans une époque qui est très particulière. Je ne sais pas comment ça va se terminer. J'ai mes idées, en fait, que je partage dans ma vidéo de café de dimanche. Peut-être ça va durer encore longtemps, peut-être. Mais même si ça dure longtemps, même si on continue sur ce qu'on fait depuis 12 ans avec le quantitative easing, on ne va pas vivre les mêmes réalités des marchés. Donc les marchés seront toujours quelque part drogués par ces injections monétaires et on ne va pas forcément vivre les mêmes phénomènes des cycles comme on a vécu pendant le XXe siècle. Donc cette stratégie buy and hold, je ne pense pas qu'elle va être efficace. Honnêtement, je ne pense pas qu'elle va être efficace parce qu'elle va vous obliger d'augmenter votre exposition, de finir
En fait, c'est un scénario que, évidemment, je ne souhaite pas à Steve, mais c'est un scénario qui est tout à fait probable, qu'il va pendant des années et des années qu'on va vivre les quantitative easing, il va accumuler sa position, finalement, dans 30 ans, comme il voulait, peut-être pas dans 30 ans, même avant, mais il va arriver avec un portefeuille très significatif qui va représenter une grande partie de son patrimoine. Déjà, il déclare que c'est environ 50%, c'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup. Et, euh, et à ce moment-là, on peut arriver à ce mur de dette. Imaginez ce qui va se passer avec vos portefeuilles. Donc, quand les portefeuilles vont commencer à être pricés, quand il y a une grosse crise de dette, elle va certainement arriver, mais je ne sais pas quand, mais elle peut arriver à n'importe quel moment. Elle peut arriver demain et elle peut arriver dans 10 ans. Donc, ici, je ne suis pas suffisamment peut-être capitaliste, pas spécialiste, pardon, macroéconomique pour le dire, mais en tout cas, il y a un problème et à un moment donné, il faudra le résoudre. Et donc, et si cette résolution de ce problème tombe mal pour un investisseur long terme, un investisseur qui fait du buy and hold, ça peut être un gros problème pour son patrimoine. Donc du coup, malheureusement, pour moi malheureusement, parce que moi j'étais éduqué dans cette école d'investissement fondamentale, on va vivre les années des swing traders, on va dire. Peut-être pas les day traders, mais les swing traders surtout. Voilà, donc là, pour rester sur mon commitment, mon engagement d'être plus consolidé et court, je ne veux pas trop aller loin dans les discussions. Alors, ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Donc, part de la bourse dans mon patrimoine. Voilà ce qui dit Steve. Donc, en pourcentage, combien représente votre portefeuille dans la bourse dans votre patrimoine, approximativement? Il représente environ 50%, comme je vous ai déjà dit, c'est beaucoup. Le reste sont l'assurance vie, 25% répartis en actions, obligations et fonds en euros. Livret A, je ne veux pas vous annoncer le pourcentage parce que sinon on peut estimer la grandeur de son capital. P2P, donc ça, je sais pas, c'est peer-to-peer, mais je ne vois pas de quoi Steve parle. Donc, Steve, si tu regardes cette vidéo, précise s'il te plaît. Je pense que c'est peer-to-peer, mais peut-être c'est un nom d'un produit français que je ne connais pas. Et les cryptos de moins 1%. Je trouve que, bon, Steve, je trouve que vraiment ton exposition sur les marchés financiers, même si moi j'aime bien ce domaine, pour quelqu'un qui n'est pas professionnel dans le domaine, et de 50%, moi je trouve ça un chouïa important, hein. Honnêtement, c'est beaucoup. Donc, parce que imagine si tu as un mouvement fort, si tu as une forte crise, quand tu as commencé déjà à vivre à partir de... Quand tes revenus bourse commencent à représenter déjà une part importante de tes revenus, ça peut être un problème. Je pense que ce qui te manque clairement, c'est de l'immobilier. Tu parles des REITs, mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. J'ai pas vu beaucoup de REITs dans ton portefeuille encore. Donc. Deuxièmement, l'assurance vie. Mais ça, c'est un truc, je ne veux pas trop rentrer dans les clichés un peu franco-français. Je comprends que tout le monde en France aime les assurances vie. Je ne vais pas vous dire le contraire. Pour moi, l'investissement dans les fonds en euros, c'était intéressant parce que pour moi, c'est un investissement obligataire dans les dettes des États. Donc les dettes des États ne rapportent rien. Bon, l'Amérique encore ça va, mais l'Europe c'est négatif. Donc je vois aucun intérêt de le faire aujourd'hui, à moins que, seul avantage que je vois dans les assurances vie, elles peuvent être utilisées comme des contrats de nantissement pour les prêts in fine. Si vous faites de l'immobilier après, vous pouvez faire des prêts in fine, un peu à l'américaine, où vous payez que les taux, que les intérêts en fait, et vous ne payez pas le capital, et du coup votre assurance vie devient en quelque sorte une garantie, ce qu'on appelle dans la finance collatérale pour le prêt. Si c'est vu comme ça, oui, ça fait du sens peut-être, mais comme une couche dans votre investissement, je ne vois pas d'intérêt aujourd'hui. Deuxième point, c'est que Steve il parle d'assurance vie, et ça c'est peut-être plus intéressant comme sujet, réparti en actions et obligations en fonds en euros. Actions, obligations, déjà obligations, je n'en ai déjà parlé, mais quel est l'intérêt à Steve, qui a clairement, quand je regardais son portefeuille, c'est clairement qui a des connaissances de bourse, quel est l'intérêt de déléguer la gestion de votre portefeuille bourse à quelqu'un, surtout un fonds éligible à l'assurance vie? Je vous dis tout simplement que les fonds qui sont éligibles à l'assurance vie, c'est les fonds les plus carnivores, on va dire, qui vont vous mettre à fond les frais, qui vont vous mettre à fond je sais pas, tous les frais possibles que vous allez payer. Donc du coup, et le gestionnaire qui va gérer votre argent au final n'est pas nécessairement mieux que vous. En fait, ce sont des fonds, c'est pas des hedge funds. En fait, c'est des fonds qui ont des benchmarks et leur objectif, c'est de ne pas gagner de l'argent pour vous, c'est de ne pas faire pire que l'indice de référence. Donc, vous voyez, euh,
il n'y a aucun raison pour moi de ne pas acheter tout simplement, au lieu d'acheter ces fonds d'assurance vie, d'acheter directement un ETF, du benchmark que ces fonds essaient de répliquer. Parce que vous ferez toujours mieux. Structurellement, c'est pas possible qu'ils fassent mieux que vous sur le long terme. Parce qu'ils vont investir dans les mêmes valeurs, mais sauf que eux, ils devront payer encore tous les différents carry costs de trade, les salaires énormes de ces gestionnaires, donc les locaux, etc., etc., etc. Voilà, etc. Donc, réfléchissez bien, est-ce que ça vaut le coup d'allouer même une petite part de votre portefeuille dans les actions sur l'assurance vie? Moi, personnellement, je ne vois pas cet intérêt. Je ne vois pas d'intérêt, donc c'est à vous de voir. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque part un phénomène, encore une fois, psychologique qui nous dicte comme quoi les gens là-bas, ils sont plus intelligents que nous, mais ils ne sont pas beaucoup plus intelligents que nous, honnêtement. Donc, et vu en plus le portefeuille de Steve, il a déjà une vision quand même assez posée. C'est une vision que moi j'avais pas cette vision aussi posée avant septembre. Je faisais un peu n'importe quoi en bourse, mais lui il a déjà un grand portefeuille. Après, je sais pas en nominal combien ça fait, mais en tout cas, il est bien diversifié. Donc, en tout cas, Steve, je pense pas que vous allez faire pire que les gestionnaires à qui vous avez délégué votre argent. Voilà. On peut se tutoyer, moi je sais, mais c'est une habitude. Donc, ensuite, nous allons commencer à regarder les différentes valeurs de portefeuille de Steve. Donc là, cette fois, justement, je ne veux pas répéter une erreur que j'ai fait dans la première vidéo parce que je passais beaucoup de temps sur les différentes valeurs. Donc, les premières lignes, Microsoft, franchement, j'adore. Donc, déjà, juste pour vous dire à la base que j'ai aimé le portefeuille de Steve, je trouve que c'est vraiment pas trop mal. Donc, Microsoft, je trouve tout simplement que c'est la meilleure société au monde. Donc, ni plus ni moins. En fait, c'est une société qui a fait ses preuves de sa capacité de s'ajuster au changement technologique, parce qu'il y avait un moment donné qu'ils ont commencé à perdre un petit peu leur marché, qu'ils sont devenus un petit peu comme la IBM aujourd'hui, donc la old tech. Mais aujourd'hui, ils ont rené. Donc en fait, maintenant, c'est une autre entreprise. C'est pas le même Microsoft qu'il y a 15 ans. Et là, maintenant, ils sont un nouveau leader. Ils sont à nouveau positionnés sur tout ce qui est le plus de perspectives. Ils ont des talents, ils ont des pouvoirs, ils ont des savoir-faire, ils ont du cash énorme. C'est une cash machine. Donc c'est vraiment une des entreprises les plus prometteuses au monde, selon moi, encore une fois. Et donc, la part de Microsoft dans son portefeuille de 4,16%, c'est tout à fait normal. Par contre, son PRU, effectivement, dont il l'a acheté cher, donc on peut pas tout faire. Deuxième ligne, Intel. En fait, seule chose, là j'ai déjà enregistré une vidéo sur les semi-conducteurs. Très rapidement, mon avis, que sur ce secteur, il faut investir plus diversifié. Donc il faut que vous n'ayez pas que Intel, parce que c'est une business model qui est assez particulière, parce qu'ils font tout en interne, ils sont en retard, ils sont systématiquement en retard, mais c'est une société excellente, c'est une société avec des fondamentaux très solides. Mais par contre, leurs fondamentaux solides et leur comment dire, conservatisme dans la gestion de l'entreprise, la conservatisme dans la façon comment ils ont structuré leur business, ça ne leur permet pas d'être aussi flexibles que leurs concurrents. Et du coup, ils perdent le marché. Et donc, du coup, c'est un gros problème d'Intel. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas valorisée comme AMD ou comme les autres du même secteur. Voilà. Ensuite, une autre entreprise, Thunder Bridge Acquisitor, donc c'est en SPAC, donc là je ne veux pas trop donner des commentaires, je ne connais pas du tout ce domaine des fusions-acquisitions. Apple, donc il dit EDM pour MSFT, ici je ne suis pas d'accord parce que Apple c'est une entreprise excellente, bourrée du cash, donc qui gagne beaucoup d'argent, mais par contre elle n'est pas idem à Microsoft. Parce que justement Apple aujourd'hui, elle est dans une transition, dans une phase de transition, où ils doivent savoir où aller. Leur énorme avantage, et pas le moindre, c'est le cash. Ils ont plein d'argent, donc du coup ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais sauf qu'il faut que ce cash soit bien employé. Pour l'instant, Microsoft, ils sont déjà lancés, ils sont déjà dans l'intelligence artificielle, dans la robotisation, dans tout ça. C'est une entreprise d'avenir, pourtant c'est l'entreprise qui était, on va dire, à la racine de la technologie. Maintenant, ça reste tout le temps l'entreprise de l'avenir. C'est pour ça que je trouve que c'est une meilleure au monde. Apple devra encore faire ses preuves. Donc pour moi. En tout cas, j'ai l'impression que si j'utilise les termes comment il s'appelle l'investisseur, pas Fisher, mais Peter Lynch, pardon, voilà, ça j'ai trouvé le nom.
Si Apple n'arrive pas à trouver une alternative avant des iPhones, des iPads, etc., il risque de devenir ce que Peter Lynch appelle le slow grower. Donc elle va devenir, donc là après la croissance en flèche, il va se calmer, après rester, il va augmenter les dividendes. Du coup, ça va être une histoire, ça va être un aristocrate des dividendes. Et ça, à partir d'un moment, ça va commencer à perdre le marché, perdre le chiffre d'affaires, etc. Si ça, c'est un scénario pire pour Apple. Je ne dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est une probabilité. C'est possible que ça va se passer comme ça pour Apple. Pour Microsoft, je ne vois pas du tout cette perspective. American Campus et BFIMO, ce sont les REITs. Donc, c'est les REITs que moi j'ai aussi dans le portefeuille. Donc, vous pouvez revenir sur la vidéo de catégorie REITs pour j'en parle. Donc, American Campus, c'est les logements étudiants. Et BFIMO, c'est l'entreprise que moi j'ai achetée pendant le Brexit, donc parce qu'évidemment, il y aura des entreprises qui étaient basées en Angleterre vont retourner en Europe, et le pays le plus proche, d'ailleurs le plus pratique pour de venir depuis Londres, c'est Bruxelles, et ils sont spécialisés dans le Benelux, dans les bureaux à Benelux justement. Par contre, faites attention quand même, c'est que cette entreprise, il est dans la catégorie des agences notation au niveau de dette quand même assez basse, donc visiblement dans leur dette, il faut faire attention. Je trouve que il ne faut pas il faut avoir beaucoup, beaucoup de REITs, parce que les REITs, il y a aussi un risque, n'oubliez pas, il y a un risque des fraudes comptables, il est présent. Donc, du coup, la diversification vous permet de se protéger contre ce risque. Donc, il ne faut pas avoir 2-3 REITs dans le portefeuille, il faut en avoir 50. Donc, moi, je compte même de créer maintenant, je réorganise mes portefeuilles. En fait, je vais passer la grosse partie de mon portefeuille soit chez Saxo Bank, soit chez IB. Je suis en train d'hésiter entre les deux. Et je vais certainement garder des gyros uniquement pour les REITs, parce que les REITs, c'est une stratégie à part entière pour moi. Voilà, Acacia Pharma, donc ça c'est la technologie vraiment prometteuse, parce que moi je ne connais pas trop cette entreprise, mais il m'a intéressé aussi quand je l'ai rajouté dans ma liste. Euh, attendons, on va regarder ensemble du coup cette entreprise, Acacia Pharma. Ok, oups. Je crois qu'elle est américaine, si ma mémoire est bonne. C'est intéressant, c'est belge. Alors, donc là, j'ai dû l'avoir confondu avec une autre. Donc, il paraît que c'est une biotech qui est assez diversifiée, pas mal diversifiée. Donc, ils disent que déjà dans leur phase 3, il y a certains produits qui ont passé la phase 3. Donc ça veut dire qu'ils doivent déjà avoir un chiffre d'affaires assez confortable. Donc, c'est pas ce que j'appelle une catégorie D ou genre start-up presque. Donc, on va voir. Ouais, mais c'est une très petite entreprise, vraiment. Donc, 280 millions. On va voir. Donc, visiblement, elle est en perte, j'imagine, cette entreprise. Ouais, je crois qu'elle est en perte. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Donc, j'ai pas grand-chose à dire ici euh, parce que ça, c'est un pari, quoi. Je peux pas vraiment dire quoi qu'il le soit par rapport à cette entreprise. Bon, elle n'a pas de chiffre d'affaires, donc c'est la catégorie D. Donc, voilà. Pourtant, il y a des médicaments qui ont quand même passé la phase 3 et visiblement ne sont pas encore commercialisés parce que le chiffre d'affaires n'est toujours pas là. Donc après, ça, il faut creuser. Je peux pas répondre ça comme ça dans la vidéo. Bon, Alstom. Ensuite, Alstom, ça, c'est une entreprise. Comment Steve justifie cette acquisition? Donc, fusion avec Bombardier et croissance potentielle sur le marché ferroviaire en Europe pour la lutte contre le changement climatique. Donc après, je connais pas très bien ce dossier, mais on peut le voir ensemble parce que Alstom, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. Tac. Donc voilà, Alstom. C'était quoi le PRU de Steve? Donc il était à 46,3. Donc on est un petit peu en perte, mais donc après, bon, apparemment elle est assez rentable cette entreprise. Donc
Donc au niveau de Altman Z-Score, elle est vraiment sur la limite. Donc je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la chaîne Mind du Cash où j'ai présenté ce que c'est Altman Z-Score, c'est la probabilité de faillite de l'entreprise. Donc je ne pense pas que Alstom va faire faillite, mais en tout cas ça représente on va dire, la qualité des actifs. Donc 1,8 c'est vraiment la limite où on passe en mode sécurité. Tout ce qui est au-dessus d'un 8 c'est sécurisé. Tout ce qui est en dessous, bon, il faut déjà un petit peu creuser un peu plus, mais ça ne veut pas dire que ce sera en faillite. Et si Altman Z-Score est négatif, dans ce cas-là, c'est vraiment un problème. On va regarder les flux financiers d'Alstom, comme ça sera une invitée du jour. Donc Alstom, donc vous voyez déjà le problème c'est qu'on voit immédiatement que le chiffre d'affaires il a chuté. Il a chuté entre 2013 et 2014 et donc il restait très bas par rapport à l'historique et maintenant il est stabilisé, il est en augmentation mais pas l'augmentation forte. Donc ça n'a rien à voir avec ce que ça a été avant. Donc la croissance en fait de Alstom elle n'est quand même pas énorme. Ensuite net income, bon bah pareil net income, le net income elle est très instable. Donc là je vais regarder le profit brut. Non, vous voyez c'est quand même pas la société en croissance. Franchement pour moi moi je la vois pas comme une entreprise avec c'est pas une société de croissance clairement, mais est-ce que comment la catégoriser en fait? Je ne sais pas comment catégoriser ce genre d'entreprise. On voit que le total equity, ça c'est les capitaux propres en fait. Bon, regardons tout ce qui est récent. En fait, ça diminue. Ça diminue. Bon, il y avait une augmentation en 2018, mais ça diminue. Cela veut dire que les dettes augmentent plus vite que les actifs. On va regarder les ratios. Par contre, les ratios sont pas trop mal. Donc, ROI, donc, il est pas mal. Donc, il a 18, presque 13. Pour moi, la limite, c'est 15 que j'aime. Bon, vous voyez, mais ça, il était très rentable quand tout allait bien, apparemment. Et visiblement, elles ont beaucoup de dettes parce qu'il y a une grosse différence entre ROIC et ROI, mais ROIC, elle est faible. Vraiment, ROIC, c'est une rentabilité que vous pouvez comparer à la rentabilité de l'immobilier net. Mais pas net d'impôt, mais la rentabilité avant impôt. Mais moi, ça me dit rien. En tout cas, l'industrie, c'est pas, c'est pas vraiment mon truc aujourd'hui. Donc, ok, on va regarder ça. Alstom, Aquila. Bon, Aquila, en fait, il dit que c'était dans la vidéo de Mind du Cash. Chez moi, il a appris que l'existence de cette entreprise qui est spécialisée dans la sécurité. Moi, je l'ai mis dans mon portefeuille PEA. Et vous pouvez aller voir dans la catégorie des vidéos PEA pourquoi je l'ai acheté. Donc, c'est pas mal. Donc OB, c'est une société de services informatiques. Et par contre, d'ailleurs, je vais vous ouvrir un petit secret qui est l'appareil systématiquement dans mes screeners. Donc Steve, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Donc OB, je ne l'ai pas encore, mais j'ai envie d'avoir cette valeur dans le portefeuille. Parce que visiblement, il y a une raison. Je n'ai pas trop investigué. Mais chaque fois, ce qui m'a arrêté, c'est le prix en fait. Donc, ce qui est un peu le cas pour beaucoup d'entreprises en ce moment. Donc, elle n'est pas au plus haut historique, mais elle n'est pas loin de ses plus hauts historiques. Donc, PE ratio, elle n'est pas énorme, mais apparemment, cette entreprise, vu qu'elle est ressortie systématiquement dans mes screeners, elle a quelque chose. Ok, donc ensuite... Bon, AXA, c'est mon avis général sur les assurances. Elle est négative comme sur les banques parce que c'est des sociétés qui sont directement exposées aux problématiques des taux négatifs. Parce que les assureurs, structurellement, ils sont obligés d'acheter les obligations pour, encore une fois, collatériser leurs engagements. Mais les obligations aujourd'hui ne payent rien. Et du coup, pour moi, peut-être pour les dividendes, c'est intéressant. Bon, à combien tu l'as acheté? Avant, donc je pense qu'avant c'est cher. Honnêtement, avant je ne le prendrais pas. Quand il était genre, si il est à 15, à 14, ils sont souvent sous-valorisés, mais ils rebondissent pas fortement, ces valeurs-là. Biomério, donc Biomério, je pense que je vous invite tout simplement à revenir sur mes vidéos portefeuille POA, j'en parle beaucoup. Pour l'instant, c'est une déception, c'est une valeur Covid que j'ai achetée, mais c'est une des meilleures pharma, quelque chose entre biotech et pharma classique. Donc ils font des systèmes de ventilation, des traitements des maladies respiratoires, les diagnostics, tout ça. Donc c'est une très belle société, très rentable mais chère. Donc je l'ai acheté un petit peu au-dessus du prix, donc je suis en PRU, je suis en légère perte dessus. Voilà.
Bon duel, c'est une valeur, hein. Encore une fois, ça se voit que Steve, il est dans l'esprit long terme et génération de dividendes pérennes. Donc, bon duel, c'est une belle valeur, je trouve, parce que ça, c'est une alimentation. C'est une valeur qui passe facilement la crise, mais ça ne va pas dire qu'il ne baisse pas, mais il baisse moins que les autres. Il va baisser moins que Tesla, ça c'est clair, s'il y a une chute de marché. Donc, bon duel, c'est une belle valeur. Franchement, là, je vois pas, j'ai pas grand-chose à dire. Ensuite, une autre valeur, c'est Bouygues. Bouygues, après, bon, Bouygues, j'aime pas du tout pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime pas ces sociétés où il y en a plusieurs activités qui n'ont rien à voir. Parce qu'avoir des télécoms et de la construction, moi, je vois pas le rapport. Je sais pas si vous voyez, moi, je ne vois qu'un. Ils ont encore d'autres trucs. Déjà, on peut pas être spécialisé dans les télécoms et dans les bâtiments. C'est vraiment des métiers différents. Ouais, ok, sans parler de ce problème presque subjectif, les deux branches, en fait, toutes les branches de Bouygues c'est pas là où il y a de la croissance. Donc, du coup, le Bouygues, quels que soient ses fondamentaux, bon, peut-être on peut spéculer un peu. Vous voyez, parce que là, si ces valeurs baissent, effectivement, à un moment donné, ils repartent à la hausse et ils ont quand même une limite de baisse qu'on peut identifier. Donc, pour le trading, c'est pas mal, mais à long terme, ça m'intéresse pas. Bon, Carbios, ça, c'est quelque chose que je connais moins bien. Bon, elle dit, bon, voilà, c'est ce que j'aime bien, les personnes qui savent se remettre en cause. Elle dit, mon erreur de débutant, j'en avais acheté 4 à 28 euros, donc une petite position, car je ne connaissais, quand je connaissais l'entreprise, mais je l'ai revendue très vite pour acheter d'autres actions et il a décollé. Entreprise spécialisée dans le recyclage enzymatique des PETs. Bon, après, je ne connais pas trop en fait le domaine. Euh, c'est donc visiblement ça c'était une conviction parce que moi je connais pas cette valeur. Je vais juste jeter un œil très rapidement pour voir ce que c'est et pour vous montrer ce que c'est exactement. Bon, c'est une valeur française. Tech. Bon, ça c'est une biotech en fait. Il disait Steve qu'il aime bien les biotech, donc visiblement sa position est très petite sur cette valeur-là apparemment. Et donc dans la chimie verte en fait, elle est focus dans le. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est pas trop mal comme secteur, mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Je vois un peu l'idée. Moi, je trouve que je m'intéresserais aussi à cette valeur-là. Donc, elle est au plus haut. Donc, c'est ce qui n'est pas étonnant. Juste pour voir très rapidement si elle est déjà dans quelle catégorie, si c'est une catégorie B et C ou pas. Bon, ils ont déjà du chiffre d'affaires qui est en croissance en plus. Bon, elle est en perte, mais c'est pas grave. Mais déjà du chiffre d'affaires, ça c'est pas mal. Donc, ça veut dire que c'est la catégorie C. Donc, elle n'est pas encore rentable, mais il y a déjà du chiffre d'affaires. Et il est pricé, combien d'années de chiffre d'affaires il est pricé? Ça m'intéresse aussi. Ouf, 300 ans de chiffre d'affaires. Donc du coup, le marché, il anticipe une croissance gigantesque. Par contre, la marge brute, elle est 99%. C'est vraiment excellent. C'est vraiment juste stratosphérique, vous voyez, parce que la marge brute, c'est important. Donc bravo Steve, je pense que ça, c'est une valeur qui n'est pas mal du tout. Donc aujourd'hui, la marge nette, elle est négative, ok, mais ça veut dire parce qu'ils sont en pleine croissance, donc ils doivent investir par-ci, par-là. Mais je pense que c'est vrai que c'est une valeur qu'il faut considérer dans son portefeuille. Carrefour, donc après, tu crois à la stratégie. Depuis que je suis en bourse, cette société, elle est en problème. Donc du coup, moi, je ne regarde jamais, honnêtement. Ça fait des dizaines et dizaines d'années qu'il est en train de se renaître. C'est toujours pas le cas. Donc, si toi tu crois, donc tant mieux, peut-être cette fois, ça sera mieux. Carrefour, je n'ai pas grand-chose à dire. Claranova, biotech, mais acheter trop cher, selon ce qu'il dit, c'est ça. Mais acheter trop cher, je pense, ok. Claranova, juste rapidement ce que ça fait. Je pense que vous la connaissez parce que certainement il y en a beaucoup qui regardent plus le marché français que moi. Ça me dit quelque chose, mais j'ai oublié, j'ai dû la regarder il y a un moment déjà. Ah non, c'est pas une biotech, c'est une software company. Home Graphics. Bon, c'est une société d'entreprise, Small Business Solutions, Planet Art, Print on Demand, plateforme. Ouais, mais tous ces features-là, j'ai pas l'impression que c'est vraiment Internet of Things en même temps. Mais
En tout cas, ils sont quand même essayent de se positionner sur des sujets, on va dire, à la mode. En tout cas, le marché ne l'a. Bah, justement, vous savez, c'est rigolo parce qu'en lisant la description, j'imaginais déjà le graphique dans ma tête. Je disais que ça doit être pas trop bon marché, mais, euh, mais ça doit pas être au plus haut historique parce que tout ce que je lis dans leur description, je connais pas cette valeur, c'est quand même, il y a une grosse partie un peu de la vieille économie, donc je pense pas que le marché actuel va aimer ça. C'est pas suffisant, on va dire. Le marché actuel aime bien rêver. Bon, Danone, bon, c'est très bien, c'est encore un peu comme Bonduelle, un peu la même idée. Et d'ailleurs, moi aussi, je trouve qu'elle n'est pas chère du tout. D'ailleurs, c'est une candidate pour mon PEA également. Euronext, je ne veux pas répéter parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos PEA, je l'ai déjà dans mon portefeuille. Europcar, c'est intéressant encore une fois, c'est que je félicite Steve dans son approche, c'est que il diversifie non seulement à travers des différentes catégories, mais aussi des typologies des entreprises. Europcar, c'est une valeur massacrée pendant le Covid, et donc du coup, il a investi dans ce que Peter Lynch justement appelait les distressed assets. Donc, c'est des entreprises qui sont massacrées en bourse. Si toi tu crois, effectivement, l'explosion haussière peut être juste gigantesque. Ok, donc ça c'était pour Eutelsat Communication. Franchement, j'ai des mauvais souvenirs avec ce secteur. Et en plus, pourtant j'ai gagné d'ailleurs dessus. Mais avant, c'était un bon père de famille, l'investissement en bon père de famille dans les sociétés qui font des satellites. Mais c'est des sociétés qui sont très mal aimées en bourse aujourd'hui. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et c'est souvent des trappes à valeur. Ils versent des dividendes énormes. À un moment donné, j'étais investi dans son concurrent SES Global. Et là, il était vraiment. Je suis content de sortir avec une petite plus-value, mais parce que là, après, il est dégringolé littéralement. Et pourtant, c'était une aristocrate des dividendes. Attention avec ces valeurs-là, parce que elles sont, c'est les valeurs du passé. Donc, ils vont pas pouvoir, franchement. Je pense pas que c'est une idée value en fait. En fait, beaucoup de personnes les voient comme des idées value, mais c'est pas le cas. Euh, ok, bon, ça c'est un ETF, donc après c'est pour la diversification justement, je sais pas. Ça c'est la diversification sur les pays émergents Corée, même si c'est pas vraiment émergent. Euh, ensuite, bon, je vais rapidement passer déjà les autres listes des valeurs de portefeuille de Steve. Donc, qu'est-ce qui pourrait attirer mon attention? Donc, encore une fois, vous voyez, les valeurs massacrées, c'est la Nokia. Donc, il y en a certaines que je ne connais pas, mais malheureusement, je ne peux pas. C'est les biotech, en fait, je ne veux pas faire un tour de tout cela. Deux valeurs sur lesquelles j'aimerais bien m'arrêter, c'est Nokia et Orange, parce que c'est un pari de 5G. Je ne pense pas que c'est un bon pari, justement. Il ne faut pas parier sur la 5G de cette façon. Ces entreprises, elles vont avoir des coûts pour le rollout de 5G, ça sans aucun doute, mais je ne pense pas qu'elles vont tellement bénéficier de 5G. Ceux qui vont bénéficier de la 5G, c'est les entreprises qui font de l'intelligence artificielle, qui font l'Internet of Things, qui font le monde déconnecté, la maison déconnectée, tout ça, tout ça, tout ça. Ceux qui demandent beaucoup de bandes passantes pour vendre leurs services en ligne, c'est eux qui vont bénéficier. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est les services en ligne qui payent et pas le matériel. Et donc, les entreprises de téléphonie mobile qui vont profiter de la 5G, non, ils ne vont pas profiter de la 5G. La concurrence est énorme, leurs marges sont minuscules. C'est pas forcément une bonne idée en tout cas Orange, c'est sûr. Pour Nokia, je ne connais pas ce qu'ils font en ce moment, mais analysez mieux peut-être. Analysez deux fois si vous. Bon, après, c'est pas une grosse position dans le portefeuille de Steve, mais en tout cas faites quand même beaucoup attention à ça, parce que c'est Apple, Microsoft qui vont plus de chances de profiter de la 5G que Nokia et Orange. Et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs pricés comme il faut, quoi. C'est pas contrairement à ces deux-là. Ensuite, les autres entreprises. Tic, tic, tic. Donc après, encore une fois, les produits pharmaceutiques, je ne veux pas trop m'arrêter sur les biotech. Je vois qu'il aime bien les biotech, Steve, donc ça c'est très bien. Moi aussi, je trouve que c'est l'avenir. Je vois Pharmagest Interactive, c'est l'entreprise, c'est la meilleure performance de mon portefeuille POA. Il dit que suivi le conseil de Pavel, j'espère que tu es content. Et en plus, ton PRU est à 80, donc aujourd'hui, je pense que Pharmagest doit être beaucoup plus haut, non? Je crois. Ouais, il est à 112, ouais, 112. Et en plus, elle a baissé hein, il n'y a pas longtemps. Donc là, il était même à 120. Donc,
Donc là, j'espère que tu es content de cet investissement. Encore une fois, je vous répète que je ne fais pas de conseils d'investissement dans tous les cas. Donc, entreprise. Après, la société Recticel, entreprise fabriquant des mousses industrielles pour les sièges isolation. Ça, bon, ça c'est peut-être une entreprise qui doit verser un bon dividende, j'imagine, assez classique. C'est un peu. Tac. Il y a beaucoup de entreprises belges. Je ne sais pas si Steve n'est pas belge finalement. Voilà, non, hein, 38. PE ratio. Ouais, apparemment, c'est une entreprise qui est quand même assez. Je vais juste passer vite fait les ratios pour voir s'il est cher. Donc, ouais, elle est pricée pas cher en fait. Elle est en dessous d'un an de son chiffre d'affaires parce que visiblement, elle est en perte. La marge brute, vous voyez, cette fois, elle est très petite quand même. Du moins, 17, j'ai vu pire, mais c'est quand même pas beaucoup. Ouais, c'est vrai il a un problème de rentabilité. Il perd en croissance, quoi. Donc, en tout cas, bon, il y a une idée peut-être. Donc, Steve le connaît mieux. Il nous dira peut-être en détail. Donc, ensuite, donc ça, on a vu. Sanofi. Bon, Sanofi, c'est la Big Pharma. Donc là, j'en ai déjà parlé de Big Pharma. Elles doivent être présentes dans le portefeuille sérieux, surtout si vous voulez être rentier. Ça, c'est clair et net. Schneider Electric, pareil, c'est une belle entreprise qui est d'ailleurs positionnée sur les Internet of Things, ce genre de choses. ST Micro, c'est la valeur que j'ai dans le portefeuille de semi-conducteurs. Thermador, c'est celle que je n'ai pas achetée, donc, mais je trouve toujours cher. Bon, je pense que là, on va plutôt s'arrêter parce que sinon cette vidéo ça va être très 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 longue. Donc, quel est mon commentaire? Moi, je pense que déjà, je dois tout d'abord féliciter Steve pour ce portefeuille, donc, parce qu'il ne fait pas le domaine, il fait pas les études dans la finance, et pour quelqu'un qui n'est pas de la finance, construire un portefeuille déjà équilibré, un portefeuille qui reflète son objectif, qui est en ligne avec son objectif, moi je trouve que c'est déjà un acquis. Donc Steve, bravo, moi je trouve. Mais le but que je sois un petit peu critique, parce que dire que c'est génial, c'est magnifique, c'est bien, mais il faut que je sois critique un petit peu plus. Donc je te dirais que je pense que tu es quand même trop concentré sur le biotech. Peut-être c'est cette partie-là il faut peut-être un petit peu revoir. Je mettrai un peu plus de la techno, donc, parce qu'en fait, tu as déjà de la technologie. Semi-conducteur, mets la ligne Intel et AMD à côté, parce que tu ne sais pas qui va gagner dans ce jeu, parce que c'est vraiment les concurrents directs sur des business models différents. Intel, il est parfait de point de vue fondamental. AMD, il est horrible de point de vue fondamental, mais parfait en termes de croissance. Donc, ça va te compenser. Ta ligne sera plus logique. Les REITs, évidemment, les REITs, c'est le moment en plus. Bon, il y en a beaucoup qui sont pas chers. Donc, ça, c'est une bonne idée je sais que tu veux de toute façon y investir. Je suis, je suis d'accord avec pas mal de choix parce que c'est un portefeuille assez défensif. En fait, tu veux quand même avoir du solide. En fait, comment dire, t'es pas opportuniste, genre, tu vois, c'est déjà pas mal, en fait, parce que là, tu te projettes avec ton portefeuille d'en tirer des revenus. Si tu crois que nous allons vivre à peu près la même cycle économique comme on a vécu dans le XXe siècle, tu crois aux idées de Buffett et des Ray Dalio? Moi, je ne crois pas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, mais en tout cas, si tu le crois, donc c'est une très belle approche, cette approche qui a fait ses preuves sur des décennies. Donc voilà, donc là je pense qu'il y a quand même un chouïa trop de biotech. Je partirais peut-être plus sur la diversification dans la technologie, peut-être sur des intelligences artificielles, sur des smart chips, que par exemple là, tu peux regarder la vidéo. Sur les petits commentaires que quand tu dis la nouvelle façon de se nourrir, les alimentations, que tu investis pas mal, c'est un secteur sur lequel je vais peut-être faire la prochaine vidéo sectorielle, qui va s'appeler alimentation de 21e siècle. Fais gaffe parce c'est pas Danone et c'est pas Bonduel qui vont en tirer profit, à mon avis. Ça sera plutôt les sociétés comme Beyond Meat. Et d'autres, il y en a encore d'autres aussi. Donc, je pense que au moins diversifier dans ce sens. Parce que ces valeurs vont se faire racheter, déjà, souvent. Donc, tu auras un potentiel de te retrouver avec une valeur qui va se faire racheter par le même Danone ou Nestlé. Donc, ça, c'est quand même, et tu vas tout de suite faire beaucoup de plus-value. Mais en tout cas, mon œil critique, on va dire, j'ai pas énormément de points qui me paraissent bizarres. Sur la technologie, même sur l'énergie, je trouve que tu as choisi le meilleur. Total, c'est un des meilleurs, moi je trouve, parce qu'ils se rendent compte que le monde du pétrole, c'est pas, on est
pétrole, c'est pas l'énergie du futur, donc il se diversifie dans les renouvelables, donc c'est un bon investissement. J'ai vu tout à la fin de ton portefeuille que l'investissement que tu as fait, c'était Total. Peut-être Total, je mettrais un peu plus haut, parce en diversifiant avec BP, parce que BP, je sais elle est éligible au PEA. Il n'est pas cher non plus, donc je l'ai, en fait, tu sais certainement, parce que tu regardes la chaîne Mind Cash, tu sais que je l'ai. Donc, peut-être il faudrait faire un peu plus de l'énergie, mais avec vraiment cet axe de l'énergie verte. Voilà, en tout cas, Steve, on se parle sur chaîne Telegram, que je vous invite à tous à s'inscrire. Mais en tout cas, c'est un très beau portefeuille. Merci beaucoup d'avoir participé dans ce projet. Et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite tout le meilleur et Mind Cash. À très bientôt.